Fifi et Mimi, Fifi et Glouglou. Et il aime bien nos whiskies. Et puis bon, moi j'aime bien, de temps en temps, je lui achète un dessin. Et donc il nous a dit, bah, tiens, je pourrais vous faire un dessin auprès de ma bonde. Et on avait fait ça il y a 2 ans déjà. Et puis là, on dit, bah, tiens, on va le refaire une deuxième fois. Alors ça, c'est le cuvée pour se détendre après avoir risqué leur vie. Voilà. Donc, bon, ça, les vapeurs sont bien. Alors là, c'est un peu plus, c'est moins humide, donc c'est plus sec ici, donc on les sent plus. Mais c'est vrai qu'avec le RS, en fait, ça fait vraiment des parfums, des odeurs qui sont agréables. Donc là, on a vraiment toute variété qu'on achète qui ont entre 70 et 80 ans. Donc après, on a par exemple, ça c'est un Fino, donc ça c'est les vins de voile comme l'Electrico par exemple. Alors ça c'est Fernando de Castilla, c'est une bottiglia RS qui est très jolie. Ça par exemple, ça c'est des muscats, ça c'est Moscatel espagnol, donc ça c'est Amalia. Donc là on est plutôt sur des liquoreux, sur des choses comme ça. Là à côté, quand j'écris Oro, là c'est Oloroso. Donc là c'est vraiment les oxydatifs avec beaucoup de volatiles. C'est en fût d'Oloroso et là en fût d'Amontillado. Puis hop, il y a un bug pour modifier l'algorithme. C'est un peu fastidieux, mais d'ici la fin de l'année, qui peuvent même le mettre sur une tablette ou sur un téléphone. Alors ça, c'est vraiment les fûts. Ça, c'est plutôt les fûts que j'ai ramenés de la vieille cave. Donc là, c'est terrible pour les fûts parce que les cercles. Il n'y a que l'inox qui supporte l'humidité quand vous êtes dans une. Il y a un tel taux d'humidité, le galvanisé il tient pas. Moi je vois que les cercles, je change de fût, mais j'aime bien les tenir tant que je peux. Là c'est des fûts qui ont une vingtaine d'années de vin. Mais c'est pas les vieux fûts, dès que vous voyez les vieux fûts de RRS, c'est que ces formats-là. Ça c'est les plus vieux que j'ai pu acheter là, les gros qui sont, ça c'est 1895. Ah oui. Donc là c'est vraiment, mais ça c'est vraiment des musées parce que ça parce que maintenant on est. C'est ceux-là, oui. Ah bah là vous êtes sur des épaisseurs de douelle, vous êtes la dureté du bois, on ne fait plus des fûts comme ça quoi. Pour planter un clou, donc ça c'est vraiment des fûts magiques. Hein. Par exemple là j'ai une petite fuite. Vous voyez ça c'est l'habit que j'ai dans le whisky. Et donc qui sort parce que l'alcool pousse à l'intérieur, donc il y a toujours des petits, je vais mettre du jonc, du coton, des choses comme ça, et ça, alors, bon, on peut goûter, mais c'est vrai que ça c'est pas du tout sucré, ça montre aussi que ça c'est des vieux fûts de Pedro Jiménez, mais ils sont tellement vieux qu'on n'a plus la sucrosité, et donc ça donne plus des saveurs de zan, c'est une sorte de caramélisation mais sans le sucre, d'oxydation des lits, donc c'est très très aromatique, mais ça va donner des choses plus complexes que juste de la douceur. Ça bouge, ça travaille, surtout généralement c'est exactement là au niveau du fond. Et là vous lui mettez un produit qui est hyper volatile, qui cherche, qui a facilité à trouver toutes les brèches. Et c'est rare que j'ai pas des petites fuites ou des petites choses comme ça. Mais ça c'est. Là c'est notre. Je l'ai ramené là parce que je suis sur le trop là. Là on est sur un 72. Ah oui. Ça j'ai gardé en mémoire de Michel Bourras. Alors j'ai changé parce que là on est justement à 200 litres, je suis à 42 degrés de nature. Mais c'est un distillé en 1972 et j'ai changé de fût, là j'ai mis la date, oui, le 18 juillet 2019, j'ai changé de fût parce qu'il était dans un grand fût. Et forcément 200 litres dans un fût de 500 litres, j'avais beaucoup d'air qui commençait à travailler. L'assemblage, je veux vraiment l'isoler, je veux vraiment le dédier, soit en le laissant fût pour les prochaines générations, pour qu'ils goûtent quelque chose comme un témoignage quoi, de ce qui a été fait sur le long terme. Et puis là, on se dit, si on a pu avoir ne serait-ce que 50 mètres carrés en plus, là on a rempli. Quoi. Enfin, c'était vivons heureux, vivons cachés. Donc de faire la cave, au départ il l'a fait pour du vin, parce qu'il était vraiment ami avec Jules Chauvet, donc il voulait vraiment les vins sans soufre, nature, sans intervention. Et lui, il achetait du vin chez Henri Gouge, chez Contarmand, dans des beaux domaines comme ça. Il faisait
la finition des élevages en fût, les mises en bouteille et commercialisées sous son nom. Mais beaucoup, souvent, ils disaient, bah, tiens, ça vient de chez Henri Gouche, ça vient à tel. Et lui, il vendait, il y avait un client qui lui commandait une pièce de morceau, il mettait en bouteille le morceau, il le stockait en bouteille pour la personne et il envoyait par 6, 12 bouteilles, mais il stockait pour les gens, pour les clients. Ouais. Donc tout ce process a changé. Et dans fin des années 70, il a essayé de renouveler un peu son marché. Il est parti en Angleterre, il a ouvert une cave à Londres. Il a tout creusé entre 69 et 72. Donc là, c'est la petite partie, et après, il y a une centaine de mètres de galerie sous la roche. Donc là, ils ont ouvert, ils ont complètement ouvert, et ils ont refermé. Par la suite, ils ont fermé la voûte. C'est incroyable. Oui, mais après il se disait, en fait son histoire c'est qu'il a hérité de tant de Belges qu'il connaissait très peu. Ce qu'il me disait lui c'était être entier, c'était mourir. Il dit les gens qui n'ont pas besoin de travailler c'est triste pour eux mais ils vont s'ennuyer. Et voilà. Donc il dit moi quand j'ai eu cet héritage je me suis donné 2-3 ans pour tout claquer. Et comme il se disait claustrophile, parce qu'il adorait être sous terre, la spéléo, il a travaillé quand il était jeune dans les mines de sel à B en Suisse. Il se sent bien, moi j'avoue qu'il m'a emmené une fois, mais la petite galerie, on ne sait pas comment faire demi-tour. Ça ne me dérange pas la cave, mais le petit tuyau, là, bof. Et lui, il se sentait bien, et il s'est dit, bon ben, je vais me faire ma cave, ma grotte sous ma maison. En mode ermite. En mode ermite, en mode je me fais pas que des amis parmi les voisins parce que là c'est à l'éclateur, mais ça veut dire le nombre de camions pour les déblais pour sortir, et puis après l'autre partie c'est à la dynamite. Donc... Très stable pour les alcools, donc là on arrive à avoir une douceur, une rondeur. C'est intéressant. Après, moi, j'ai fait voilà, pour tout ce qui est fût, le côté gélatineux, comme ça, et ça, c'est plein de levure. Et c'est quoi qui fait ça? Eh ben, il y a l'humidité, il y a l'acidité du sol, et en même temps les vapeurs d'alcool qui nourrissent un microclimat comme ça qui va permettre, alors aussi il y a du vin, donc par exemple on fait un petit peu d'aligoté. Souvent l'aligoté il faut qu'on fasse attention parce qu'on peut avoir un voile qui va se développer à la surface du vin parce qu'on utilise des fûts de Xérès, et les fûts de Xérès souvent c'est des fûts de Fino ou des fûts d'Amontillado avec du voile, donc c'est pour ça qu'ils ont souvent des petits aspects comme ça, et ça c'est des vins de voile, et donc ça crée comme un... Il y avait un côté romantique où il fallait un côté grotte. Là, c'est un porche du 18e qui l'a tiré, puis il l'a mise, quand ils ont creusé, ils l'ont encastré là. C'est tout, et plus, ils voulaient plus une. Alors souvent, c'est en plus en anglais, cave, c'est un faux ami. On a plein de clients américains qui me disent c'est une bad cave, ou j'aime moins, ils me comparent à Gollum, mais son train fantôme, quoi. C'est marrant. Alors moi, des fois c'est pénible parce que vous voyez avec le chariot élévateur passé par là, vous avez un fût, je passe au millimètre quoi. Enfin, c'est vraiment. On voit à l'université pour le. C'est des super Les fûts qu'on a vidés, principalement pour une travail. Et donc là, je les ai ramenés. Donc là, il faut que je remplace, il faut que je fasse le roulement, il faut que je ramène dessus, il faut tout ce roulement. Donc là, je m'enlève, je dépile, et puis je vais ramener d'autres fûts pour les perdre de l'alcool naturellement. L'idée, c'est de mettre le moins d'eau possible dans l'élevage. Voilà, en sorte que ça se perde naturellement. Dès que un alcool, je lui donne une orientation. En me disant, ça, par exemple, je vais faire un travail je vais travailler d'une certaine façon, avec un communicateur, ils ont grêlé, donc ils ont muté ils ont rajouté de l'alcool pendant la fermentation alcoolique. Ils ont obtenu un pinot noir qui faisait 16 degrés, ils l'ont laissé 10 ans en fût. Et puis, comme on se connaît bien, ils m'ont téléphoné en disant voilà, on a 5-6 fûts de ce vin-là, est-ce que ça t'intéresse? Bah, tiens, pourquoi pas. Tendance à proposer des Xérès à 10 ans, 15 ans, et donc forcément, ils réduisent le stock. Cette année, l'année dernière, il a vendu, je crois, 500 millilitres. Je vends ça à un
prix, ça me va bien, et je vends en des quantités comme ça, quoi. Au milieu de la boîte, avoir un petit... Moi, je vois un drone généralement sur mes titres. Tout le monde me dit qu'est-ce qu'il a fait pour on a eu un beau ciel bleu et tout. Oui. Quand on passe la journée les pieds dans l'eau et on va chercher une bouteille de vin à la cave. Donc il y a 93 marches en colimaçon qui descendent ici. On peut se dire que les gens ils pensaient que vous allaient chercher juste une bouteille à la cave, mais non, vous descendez du dérochage. Enfant, tu joues à cache-cache, quoi. Ah bah les enfants, ici c'est le train fantôme, quoi. C'est le côté deux os, un boozewriter c'est un critique de bière, un Bowser c'est un ivrogne. Pour eux ça vient en fait c'est juste. Ça y est, c'est mon dernier jour. Ça n'aime pas, hein, c'est vraiment trop pur. Et donc avant, toute la cave était remplie de caveaux comme ça, et quand c'est encore des vieux, de temps en temps on a un coup de chance, c'est bon, et souvent c'est plus très bon, mais et donc c'était ça, il fonctionnait comme ça. Il stockait un caveau, ça fait 300 bouteilles, une pièce bourguignonne, il rangeait les 300 bouteilles, il numérotait et il codifiait. C'était entre le Balmure de chez Ravenot. Il y a 2-3 trucs que j'avais repérés qui étaient quand même très très bons. Là, c'est du chablis. Oui, ça c'est chez Ravenot, ça. C'est beaucoup avec les lits. En fait, quand un fût il vient juste d'être vidé, on le rince pas, on le nettoie pas, on met pas de soufre dedans. Et donc il y a tous les sédiments du vin qui s'assoient au fond du fût. Et avant je les jetais. Et maintenant je me suis rendu compte que c'était une aromatique. Et comme l'alcool va dénaturer la matière et va lui voler ses arômes. Et la lie, c'est une richesse aromatique qui est incroyable. Et donc maintenant je me fais des fûts comme ça. Alors c'est invendable parce que oui, ça fait des... Ah oui, il fait un. Oui, ah oui. Hein. Par contre, c'est tout trouble en fait. Incroyable. Même Quoique maintenant, oui, on voit tout. Hein. Plus c'est bizarre, plus c'est vrai. Puis on a envie d'essayer d'ailleurs. Alors là, comme ça, je peux pas le vendre parce que c'est vraiment trop marqué, trop trouble. Par contre, ça, je le laisse dans le fût, je fais perdre du degré et puis je vais le mettre du goutte à goutte comme ça dans d'autres fûts pour lui redonner un peu de patine, lui donner un peu de concentration, lui donner des... Alors je vous fais goûter, ça c'est deux millésimes, je vais vous faire 2 millésimes identiques, mais 2 élevages différents et 2 distillats différents. Alors là c'est légèrement tourbé et c'est dans un fût, ça c'est un fût d'Amontillado. Donc c'est les Rérez mais qui ont connu un peu d'oxydatif, un peu de voie. Mais c'est le même millésime, c'est la même orge, c'est aussi Golden Promise, mais par contre là c'est un fût de Porto. Donc ça c'est un fût qui vient de chez Grams, donc c'est une colheita, donc c'est les vins qui sont... Donc c'est complètement, ça va être complètement différent. Whisky 2003, donc là on arrive 17 ans, mais par contre l'Amontillado fait que c'est tout fin, tout en délicatesse. L'alcool, c'est ça qui est, quand c'est vraiment équilibré comme ça. On disait tout à l'heure, les notes tertiaires, les notes un petit peu criées, trop toastées. Moi j'aime bien les whisky où on a